Bien, bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravi d'être devant vous ce soir pour vous parler donc des Pashtuns. C'est vrai que c'est probablement moins d'actualité que les gilets jaunes, mais malgré tout, le problème afghan demeure et je crois qu'il continuera, comme cela a été souligné tout à l'heure, de nous préoccuper sans doute pendant de très nombreuses années. Alors, vous connaissez naturellement la situation, j'en suis persuadé, dans ces confins de l'Himalaya et de l'Hindu Kuch. Vous connaissez les Pashtuns d'une certaine manière, peut-être que je vous apporterai des précisions ce soir, mais la plupart des Français ne connaissent pas tellement les Pashtuns, ils connaissent surtout les talibans. Et en réalité, bien sûr, il y a des points communs entre les talibans et les Pashtuns, puisque la plupart des talibans, pas tous, la plupart des talibans sont des Pashtuns, mais tous les Pashtuns ne sont pas des talibans, heureusement, sinon ça ferait quand même plus de 50 millions de terroristes. Donc il faut faire la distinction entre les Pashtuns et les talibans. Alors ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un survol finalement de ce problème Pashtun. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, bien sûr, mais je vais quand même vous rappeler quelques dates avant d'examiner l'espace géographique dans lequel vivent les Pashtuns, et puis de voir comment fonctionne leur société, comment les Pashtuns vivent en Afghanistan et au Pakistan. Et pour terminer, j'examinerai les problèmes internationaux que pose ce problème. Alors l'histoire des Pashtuns est assez peu connue en réalité. Les Pashtuns eux-mêmes ont très peu écrit sur leur passé. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, peut-être d'Asie centrale, mais l'Asie centrale est l'origine de beaucoup de peuplades, comme on le sait. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais évidemment rien. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là n'ont pas toujours vécu là où ils sont, d'après les historiens. Ils sont venus il y a fort longtemps, des milliers d'années, pour s'installer là où ils sont maintenant. Alors quelques dates repères, je ne vais pas vous assommer naturellement de dates, mais il faut savoir que le début de l'islamisation des Pashtuns, c'est dès le 7e siècle, donc au début finalement de l'ère musulmane. Mais c'est seulement à partir du 10e siècle que les Pashtuns ont vraiment été islamisés par des envahisseurs turco-moghols en réalité. Et puis au XIIIe et XIVe siècle, il y a eu des destructions massives par Gengis Khan et par Tamerlan, et les Pashtuns ont eu beaucoup de mal à se relever. Au début du XVIe siècle, un événement majeur se produit. Babar, qui vient de la vallée de Fergana actuelle, quitte son territoire, traverse l'Afghanistan d'aujourd'hui pour fonder l'empire moghol en Inde. Pendant cet empire moghol, qui durera jusqu'à l'arrivée des Britanniques, eh bien, il y a eu des problèmes avec les Pashtuns, qui étaient plus ou moins sous l'autorité des Moghols. Les Moghols ont eu beaucoup de mal à tenir les Pashtuns. Au XVIIIe siècle, autre événement important, Nadir Shah, un turco-persan, dont l'armée était en fait surtout composée de Pashtuns, s'empare de Delhi qu'il met à sac. Plus tard, un de ses généraux, qui est un Pashtun, Ahmed Shah Abdali, fonde un empire qui va de la mer d'Arabie jusqu'à l'Himalaya. C'est la plus grande extension des Pashtuns dans l'histoire. Cet empire, si on peut l'appeler ainsi, n'a pas duré très longtemps en réalité, puisqu'il a disparu au début du XIXe siècle. Les Sikhs ensuite se sont emparés de la partie orientale des zones de Pashtun, avant que les Britanniques ne les remplacent. Les Britanniques ont eu du souci avec les Pashtuns. Il y a eu 3 guerres entre les Britanniques et les Afghans. La première guerre a duré de 1838 à 1842, donc pendant 4 ans. Et les Britanniques ont subi de très grands désastres. Une deuxième guerre a suivi plus tard, 1878-1880, et c'est là que les Britanniques ont réussi à établir un certain contrôle sur l'Afghanistan tel qu'on le conçoit aujourd'hui, sur les Pashtuns en particulier. Et c'est pendant cette époque-là que les Britanniques ont fixé les frontières qui sont encore les frontières de l'Afghanistan actuel. En 1893, les Britanniques, sans pratiquement consulter les Afghans, ont décidé de créer une ligne, la ligne Durand, c'était un fonctionnaire britannique, pour séparer l'Afghanistan de l'Empire britannique des Indes, 1893, date donc importante. 2 années plus tard, les Britanniques et les Russes s'entendent pour définir la frontière au nord de l'Afghanistan. C'était relativement plus facile puisqu'il y a la Moularia évidemment. La même année, 1895, les Britanniques décide de créer une frontière
entre l'Afghanistan et le Xinjiang, la Chine par conséquent, une frontière qui est toujours là, 75 km. De ce fait-là, l'Afghanistan devenait un État tampon qui séparait les Russes des Britanniques. Les Russes qui avançaient en Asie centrale, comme vous le savez, et les Britanniques, donc, qui avaient conquis l'essentiel de l'Asie du Sud. Ceci dit, après la définition de ces frontières, il y a eu de très très sérieux problèmes du côté des Pashtuns, parce que les Pashtuns n'ont absolument pas admis cette division par la ligne du rang tout à fait arbitraire. Cette ligne du rang qui va de l'Himalaya jusqu'à la mer d'Arabie coupe en deux des tribus, coupe en deux des villages. J'ai eu l'occasion de me promener dans ces zones tribales et on voit des agglomérations tout à fait partagées entre l'Afghanistan d'aujourd'hui et le Pakistan d'aujourd'hui. Donc c'est une ligne totalement arbitraire. Les tribus Pashtuns ne l'ont pas admis. Et il y a eu une révolte majeure en 1897 qui a duré de très 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 nombreux mois. Et les Britanniques ont eu beaucoup de mal à mater cette insurrection générale des tribus Pashtuns de part et d'autre de la ligne du rang. Il y a eu une troisième et dernière guerre en 1919. Cette fois, cette guerre a été provoquée par l'émir de l'Afghanistan qui a tenté de récupérer les territoires qu'ils avaient perdus, les Afghans, en 1893. Les Britanniques étaient évidemment plus ou moins épuisés par la Première Guerre mondiale en Europe, et les Afghans pensaient qu'ils pouvaient récupérer ce qu'ils avaient perdu. En réalité, les Britanniques ont tout de même remporté cette guerre, qui a duré en fait un seul mois. Mais malgré tout, les Britanniques ont accordé au Pakistan une certaine souveraineté qu'ils avaient perdue lors de la guerre précédente. Lors de la guerre précédente, les Britanniques avaient obtenu la possibilité de définir la politique étrangère de l'Afghanistan. Après cette troisième et dernière guerre, les Afghans retrouvent une certaine autonomie, une certaine souveraineté, pourrait-on dire, et peuvent, en principe tout au moins, définir eux-mêmes leur politique étrangère. Dernière date importante avant la période actuelle, 1901, création de la province frontière du Nord-Ouest qui administre, qui gère les Pashtuns côté Inde britannique. Auparavant, ces régions Pashtuns étaient administrées depuis Lahore au Pendjab. Donc date importante, 1901, création de la province frontière du Nord-Ouest. Mais malgré tout, les Pashtuns n'étaient pas gérés de la même manière. À l'époque britannique, les Pashtuns étaient gérés de trois manières différentes en réalité. Il y avait la création, c'est vrai, de la province frontière du Nord-Ouest, mais il y avait en plus des zones tribales administrées séparément, et il y avait le Baloutchistan qui avait été conquis précédemment par les Britanniques. Et dans le nord du Baloutchistan, il y a beaucoup de Pashtuns. Les Baloutches au sud, certes, d'où le nom Baloutchistan, mais beaucoup de Pashtuns dans le nord du Baloutchistan. Donc il n'y avait pas une uniformité d'administration des Pashtuns, c'était voulu par les Britanniques qui voulaient finalement diviser pour régner. Et puis nous arrivons à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Pendant toute la période britannique, en fait, les Britanniques ont eu beaucoup de mal à administrer les régions Pashtuns. Il y a eu des expéditions à n'en plus finir, des rébellions plus ou moins matées. J'en arrive maintenant à l'espace géographique des Pashtuns. Où trouve-t-on les Pashtuns? Vous l'avez déjà deviné, bien sûr, en Afghanistan, je l'ai dit, au Pakistan, mais auparavant, il y avait eu des migrations de Pashtuns dans l'ensemble de l'Asie du Sud, en Inde notamment, dans ce qui est aujourd'hui la province de l'Uttar Pradesh. Les princes hindous, Maharajas, les Nawabs, musulmans, invitaient parfois des Pashtuns pour leur qualité martiale, et des descendants de Pashtuns subsistent encore aujourd'hui en Inde, dans l'Uttar Pradesh, dans la province de Hyderabad, enfin le Telangana actuel. Et puis on trouve également des descendants de Pashtuns à Bollywood, dans le monde du cinéma. Il y a des noms d'acteurs, d'actrices qui ne trompent pas. Ce sont des descendants de Pashtuns. On trouve des Pashtuns à Mumbai. Ceci dit, bien sûr, l'essentiel de la population Pashtun se trouve en Afghanistan et au Pakistan. Alors, en Afghanistan, une population d'environ 34 millions d'habitants, on ne sait pas trop parce qu'il y a eu des recensements il y a fort longtemps. Sur ces 34 millions, on estime, moi j'estime qu'il y a 20 millions de Pashtuns, ce qui fait plus de la moitié.
Ces pourcentages, à vrai dire, sont tout à fait contestés. Certains disent qu'il n'y a que 35% de la population afghane qui sont pachtuns, parfois 45%. Peu disent 60%, mais j'ai vu des chiffres, 60%. J'ai discuté avec des journalistes pakistanais pachtuns, bien informés, qui m'ont dit que, vraisemblablement, selon eux, le pourcentage des pachtuns en Afghanistan serait de l'ordre de 60%. Donc en 2050, selon les projections possibles, il pourrait y avoir en Afghanistan 50 millions d'habitants, dont 30 millions de pachtuns, côté pakistanais. Alors évidemment, au Pakistan, pays beaucoup plus grand, plus peuplé, 226 millions d'habitants. Sur ces 226 millions d'habitants, il y a à peu près 30 millions de pachtuns. En 2050, on estime qu'il pourrait y avoir au Pakistan 400 millions d'habitants, ce qui est considérable évidemment, pour une superficie de 850 000 km² à peu près. Et sur ces 400 millions d'habitants, il y aurait peut-être 50 millions de pachtuns. En fait, les pachtuns constituent la communauté tribale la plus importante du monde. Tous ne sont pas des membres de tribus, mais beaucoup le sont tout de même. Alors il est intéressant de faire la comparaison entre les pachtuns côté pakistanais et les pachtuns côté afghan. Les Afghans, en Afghanistan, les pachtuns représentent donc la majorité de la population, plus de 50%, peut-être 60%, mais ils ne sont que 20 millions, alors que du côté pakistanais, ils sont 30 millions. Donc d'une certaine manière, le centre de gravité des pachtuns actuels se trouve du côté pakistanais. Mais malgré tout, au Pakistan, ces 30 millions de pachtuns ne représentent qu'environ 17% de la population. Donc chiffre supérieur des pachtuns au Pakistan et pourcentage des pachtuns dans la population nettement inférieur évidemment au pourcentage que l'on trouve en Afghanistan. Je crois qu'il va y avoir présence ceci à l'esprit. J'en ai terminé pour l'espace géographique et je voudrais vous dire quelques mots de des particularités de la société pashtun. Les Pashtuns ont une organisation sociale extrêmement complexe. C'est une communauté de tribus, je vous l'ai dit, essentiellement 4 groupes, mais subdivisés en tribus, sous-tribus, clans, sous-clans. On s'y perd, très franchement on s'y perd. Les Pashtuns estiment avoir un ancêtre commun, et dans chaque tribu, dans chaque sous-tribu, dans chaque clan, dans chaque sous-clan, les gens connaissent plus ou moins leur généalogie. C'est assez étonnant. Ceci dit, de manière générale, les Pashtuns qui vivent dans les zones les plus reculées, les plus accidentées, à la frontière afghano-pakistanaise, ces gens-là donc s'estiment supérieurs aux gens des plaines. Ils sont Pashtuns comme eux. Ils s'estiment supérieurs parce qu'ils représentent selon eux la tradition. Et pourtant, ils sont beaucoup moins éduqués que les Pashtuns des plaines. C'est une évidence. Les Pashtuns sont majoritairement sunnites. Mais il y a malgré tout des chiites. Il y a certaines tribus que j'ai rencontrées au Pakistan qui sont entièrement chiites, notamment dans l'agence de Quram. Il y en a également du côté afghan, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Alors le système tribal fonctionne avec des chefs de tribus qu'on appelle les maliks. Ces gens-là ont beaucoup d'influence. Les gens qui ont beaucoup d'influence aussi, ce sont les saïds, qui sont, paraît-il, des descendants du prophète. Allez le vérifier, ça c'est une autre histoire. Ceux qui ont également de l'importance, ce sont les gens qui ont fait le pèlerinage, les hadjis. Puis les soufis aussi, ces mystiques, qui jouent une certaine importance. Ce qui régit le fonctionnement de la société pashtun, en Afghanistan comme au Pakistan, c'est le code qu'on en appelle le code Pashtunwali. C'est extrêmement compliqué. Rien n'a été écrit de manière rigide sur ce code. On peut quand même dire qu'il y a 3 thèmes centraux dans ce code de Pashtunwali qui régit absolument le fonctionnement de la société. C'est l'argent, les femmes et la terre. Le code est assez flou, il est mal défini, mais on peut retenir quand même certaines notions, comme la vengeance, le pardon, le comportement chevaleresque, l'hospitalité, la séparation des sexes, pour deux, la défense de l'honneur et la recherche de consensus par des jirgas. Les jirgas, ce sont des assemblées. Et phénomène caractéristique, les jirgas se réunissent en cercle. Voici une que j'ai représentée dans la couverture de mon livre. En cercle. Pourquoi en cercle?
Eh bien parce que autour d'un cercle, il n'y a pas de chef vraiment désigné, il n'y a pas de président de séance d'une certaine manière. Quand vous êtes sur un rectangle, il y a toujours un président d'une certaine manière. Un cercle peut estimer que tout le monde est égal d'une certaine manière. C'est évidemment pas tout à fait le cas. Les chefs de tribu ont évidemment un ascendant plus grand que le simple Pashtun. Mais malgré tout, il y a la volonté de discuter librement et de manière égale au cours de jirga. Et jirga veut dire cercle précisément en ourdou comme en Pashtun. Jirga, c'est cercle. Les Britanniques ont reconnu très tôt la qualité martiale des Pashtuns. Et c'est vrai, les Pashtuns sont d'excellents combattants. Ils n'ont pas toujours gagné, hein, je vous l'ai dit. Dans l'histoire, ils ont été bousculés par Tamerlan, Gengis Khan, bousculés par Babar aussi, bousculés par les Sikhs, bousculés par les Britanniques. Mais malgré tout, ce sont des gens qui savent se battre, qui portent d'ailleurs des armes. On voit des gens très très jeunes, quand on se promène dans les villages, dans les zones reculées tribales, on voit des gens en armes très très tôt. Ils fabriquent des armes eux-mêmes. Parfois, ils copient des armes ultramodernes, lance-roquettes par exemple. Mais ce ne sont pas seulement des gens qui savent se battre, les Britanniques l'ont utilisé dans leur armée, mais ce sont aussi des gens qui sont de très gros travailleurs. Les employeurs en Afghanistan, au Pakistan et à l'étranger estiment beaucoup la main-d'œuvre pashtun parce que ce sont des gens qui aiment travailler. Comme leurs coreligionnaires musulmans, les Pashtuns n'ont pas créé de sculpture, on ne représente pas d'êtres vivants. Il n'y a pas non plus chez les Pashtuns de miniatures, comme chez les Persans et comme chez les Moghols. Mais par contre, ils ont une poésie extrêmement développée, car la langue pashto, on dit pashto et non pas pashto, la langue pashto se prête assez bien à la poésie. En réalité, comme les autres langues parlées communément en Afghanistan et au Pakistan, à savoir le dari en Afghanistan et l'ourdou au Pakistan. Car les Pashtuns parlent essentiellement le pashto, mais en réalité ils sont souvent bilingues. Et la lingua franca en Afghanistan, c'est le dari, qui est une variante du persan. Et la lingua franca au Pakistan, c'est l'ourdou. Donc les Pashtuns parlent leur propre langue, certes le pashto avec différents dialectes d'ailleurs, mais ils sont aussi bilingues, pour la plupart en tout cas, comprennent l'ourdou, parlent l'ourdou, comprennent le dari quand il s'agit de l'Afghanistan. J'en arrive maintenant à l'étude, si vous permettez, des Pashtuns côté afghan. À la fin de la colonisation britannique, il y a eu des troubles qui ont été provoqués par les tribus Pashtuns en Afghanistan donc. Mais le roi et les principaux membres du gouvernement, qui appartenaient à la tribu Durrani, à une confédération de tribus, en fait, une confédération très importante, des Durrani, ont réussi en général à tenir ces tribus sans trop de problèmes. Jusqu'en 1978. En 1978, je ne vais pas non plus là vous essayer de faire l'histoire, mais il faut se le rappeler. En 1978, il y a eu un coup d'État sanglant en Afghanistan, qui a été conduit par des Pashtuns contre d'autres Pashtuns. Ce sont des communistes qui ont pris le pouvoir, qui appartenaient à une autre configuration de tribus, celle des Ghilzai. Donc les Ghilzai s'opposaient aux Durrani. Et puis en décembre 1979, eh bien, les Soviétiques sont arrivés, vous le savez, en Afghanistan pour soutenir le régime communiste installé une année auparavant. C'était le début de l'occupation soviétique qui a duré 10 ans, jusqu'à la fin 1989. Le régime communiste, en réalité, s'est maintenu après le départ des Soviétiques jusqu'en 1992. Et les Pashtuns, à ce moment-là, perdent le pouvoir, ce qui est assez rare dans l'histoire, perdent le pouvoir au bénéfice des Tadjiks. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en dans les années 1995-1996, j'étais au Pakistan à ce moment-là, on a commencé à parler des talibans, qui se sont créés de manière plus ou moins spontanée dans les madrassas pakistanaises. Et les Pakistanais ont très bien compris qu'ils pouvaient se servir de ces talibans, ce qui veut dire étudiants, en principe en ourdou et en arabe. Les Pakistanais se sont donc servis des talibans pour finalement avoir un certain contrôle sur l'Afghanistan.
Les talibans ont conservé le pouvoir jusqu'en 2001. 2001, vous le savez, attentat à New York et à Washington, commandité par un Saoudien, Osama Ben Laden, qui était réfugié en Afghanistan. Donc les Américains et certains alliés, dont les Français, sont arrivés là-bas, et ça a été le début d'une intervention assez catastrophique, comme on le sait. Alors, en Afghanistan, il y a des tensions entre les Pashtuns et les autres ethnies, qui sont minoritaires, comme je le disais tout à l'heure. Il y a en particulier des tensions qui subsistent toujours entre les nomades Pashtuns qui vont avec leurs troupeaux à certaines périodes de l'année en pays Hazara, dans le centre de l'Afghanistan, qui est un pays, qui est une région chiite. Les Hazaras proviennent d'Asie centrale, ils ont les yeux bridés, ils se distinguent très nettement des autres Afghans. Il y a des problèmes donc entre ces Kouchis Pashtuns, essentiellement des Ghilzai d'ailleurs, hein, et puis les Hazaras chiites. Il y a des tensions également entre les Kouchis et les Nouristani. Les Nouristani, c'est une région frontalière du Pakistan actuel. Ça veut dire le pays de la lumière. Hein. Stan, c'est le pays, et Nour, la lumière, pays de la lumière. Avant, c'était le Kafiristan, pays des païens. Et cette région extrêmement sauvage a été islamisée à la fin du XIXe siècle par les mirs afghans de l'époque. Donc il y a des tensions encore entre les Pashtuns et ces Nouristani. Donc la cohésion nationale en Afghanistan est tout à fait relative en réalité. Hein. Certes, le président actuel est Pashtun. Le chef de l'exécutif, qu'on n'appelle pas Premier ministre, parce que ce n'est pas le chef d'exécutif, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais malgré tout, il existe là, il existe. Il est mi-Pashtun, mi-Tadjik, mais on le considère plutôt comme un Tadjik en réalité. Donc il y a des problèmes entre Pashtun et les autres minorités, y compris au niveau du gouvernement, et en particulier dans l'armée. L'armée est surtout tenue actuellement par des Tadjiks, et cela pose des problèmes lorsque ces unités sont déployées dans les zones Pashtun. L'armée, en réalité, connaît de très gros problèmes. Elle n'arrive pas à maintenir la pression sur les talibans. Il y a des désertions très nombreuses, de la drogue. Dans la police, c'est exactement la même chose en réalité. Du fait de la guerre, du fait de la présence de talibans, du fait de la progression des talibans, qui malgré tout contrôlent maintenant une partie non négligeable du territoire, eh bien on peut dire que la société ne fonctionne plus comme auparavant, comme je vous l'ai indiqué. Le code de Pashtunwali, par exemple, n'est plus appliqué de la même manière en Afghanistan qu'il était avant. Car les gens, dans les villages, dans les tribus, sont soumis à une double influence, d'une certaine manière. L'influence des insurgés, des talibans, d'une part, et puis l'influence aussi de jeunes éduqués, car il y a malgré tout un développement de l'éducation. Et ces jeunes éduqués ne veulent rien entendre parler, ne veulent pas entendre parler du code Pashtunwali, ils veulent au contraire développer leur pays de manière plus ou moins moderne. Ceci dit, l'Afghanistan est un pays en grande difficulté, je ne vous apprends rien, le système judiciaire est en ruine et le système éducationnel est précaire, bien qu'il y ait, bien sûr, des progrès qui ont été réalisés dans l'éducation des filles, notamment en région Pashtun, comme dans les autres régions d'Afghanistan. Du fait de la guerre, bien sûr, l'économie a souffert. Il y a une sous-alimentation générale dans les zones Pashtun comme ailleurs. L'eau manque, et c'est un véritable problème. Elle est souvent contaminée lorsqu'elle existe. Et cette eau contaminée, évidemment, provoque de très nombreuses maladies. L'agriculture a du mal à se développer parce que du fait des guerres, il y a eu de nombreuses mines qui ont été posées. Et ces mines sont évidemment préjudiciables au développement des cultures. Les mines continuent de faire des victimes bien après les combats. Et du fait des mouvements de terrain, du fait des inondations, eh bien, ces mines peuvent également se déplacer, ce qui constitue un danger permanent. J'en arrive au Pashtun côté pakistanais, donc centre de gravité vraiment des Pashtuns. Les Pashtuns pakistanais sont beaucoup plus éduqués que les Pashtuns afghans de manière générale. Bien sûr, il y a des exceptions, mais de manière générale, les Pashtuns pakistanais sont davantage cultivés. Les Pakistanais ont hérité des Britanniques la gestion dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les Pashtuns du nord du Baloutchistan étaient administrés par la province du Baloutchistan. Ceux de la province frontière du nord-ouest étaient administrés depuis Peshawar. Et puis il y avait les zones tribales.
puis à l'intérieur de la province du frontière du Nord-Ouest, il y avait en fait aussi une zone tribale particulière. Donc il y avait quand même une concentration, il y a toujours une concentration de Pashtuns à l'ouest du Pakistan, le long de la frontière afghane. Mais, du fait des combats, il y a eu des migrations internes, et aussi d'ailleurs des migrations qui venaient d'Afghanistan vers la ville de Karachi, qui se trouve dans le sud du pays, capitale du Sindh. Et en fait, Karachi est la ville pashtoune la plus grande du monde. Il y a davantage de Pashtuns à Karachi qu'à Peshawar, capitale de la province frontière du Nord-Ouest, et qu'à Kaboul. Donc, il y a au Pakistan des agences tribales. Il y avait des agences tribales jusqu'en 2018, jusqu'en cette année. Il y en avait 7 en réalité, du nord au sud. Il n'y en avait que 4 à l'époque britannique, plus un 5e à l'intérieur, mais qui n'était pas frontalière. 3 autres zones tribales ont été créées par le Pakistan lui-même depuis son indépendance en 1947. Ces zones tribales représentent une superficie supérieure à 22 000 km². Il y a peut-être entre 7 et 10 millions d'habitants dans ces zones tribales, on ne sait pas trop. Des zones tribales qui sont frontalières de l'Afghanistan, sauf une. Sur les 7, 6 sont frontalières. Dans ces zones tribales, les lois fédérales ne s'appliquaient pas, ou ne s'appliquent pas. C'est le président de la République qui décide éventuellement de les faire appliquer, indépendamment du Parlement. Le président de la République est représenté par le gouverneur de la province frontière du Nord-Ouest, qui délègue ses pouvoirs dans les 7 agences tribales à des agents politiques qui ont tous les pouvoirs. Exécutifs, judiciaires, financiers, etc. Financiers. Les Pakistanais qui ne sont pas originaires de ces agences tribales ne peuvent pas acquérir des propriétés. Ils ne peuvent pas y investir non plus. Ce n'est qu'en 1996 que le droit de vote a été accordé aux membres des tribus. Ils élisent 11 députés à l'Assemblée nationale pakistanaise. Indépendamment de ces 7 agences tribales frontalières de l'Afghanistan, il y a ce qu'on appelle des régions frontières. Le terme est un peu ambigu parce qu'il ne s'agit pas de régions frontières de l'Afghanistan, il s'agit de régions frontières tampons en fait entre les agences tribales dont je viens de vous parler et la province des frontières du Nord-Ouest elle-même. Il y en a 6 du nord au sud qui sont administrés, à vrai dire, par des préfets, je dirais, appartenant au district de la province frontière du Nord-Ouest. Ces régions frontières ne représentent qu'une superficie de 4 800 km², c'est donc assez peu. Ils élisent un seul député à l'Assemblée nationale. Indépendamment de ces zones tribales administrées par le centre, il y a à l'intérieur même de la province, je vous le signalais tout à l'heure, une agence tribale provinciale, donc administrée par la province frontière du Nord-Ouest. Cette province frontière du Nord-Ouest, en réalité, constitue le cœur du problème pashtoun. C'est là que vit évidemment l'essentiel de la population pashtoune. Cette province a changé de nom d'ailleurs en 2010, elle s'appelle désormais Khyber Pakhtunkhwa. Il y a dans cette province de plus de 74 000 km² environ 35 millions d'habitants, la plupart sont des Pashtuns. Tout ce que je viens de vous dire, en réalité, a été remis en question en mai de cette année. En mai de cette année, décision importante du gouvernement qui allait terminer sa mandature, décision importante qui a consisté à supprimer les agences tribales dont je vous parlais tout à l'heure, à supprimer les régions frontières et à les fusionner avec la province du Khyber Pakhtunkhwa. Donc en principe, ces agences tribales, ces régions frontières n'existent plus, elles sont incorporées depuis quelques mois dans le Khyber Pakhtunkhwa. En réalité, évidemment, le processus est en cours, l'administration ancienne continue de fonctionner et le changement se fera simplement progressivement. Mais je constate également une chose, c'est que s'il y a une certaine unification de l'administration des régions pashtunes au Pakistan, il y a tout de même le nord du Baloutchistan,
peuplé de Pashtuns qui reste comme il est, c'est-à-dire qu'il est administré depuis Quetta, capitale du Baloutchistan. Donc il n'y a pas unification des Pashtuns. Pour quelle raison, je n'en sais rien, peut-être parce que les Pakistanais, comme les Britanniques, estiment qu'il vaut mieux diviser les Pashtuns, on s'en méfie. Les Pendjabis sont majoritaires au Pakistan, ils représentent plus de la moitié de la population. Hein. Population, je vous le disais, de 226 millions d'habitants. Il y a au moins 110 millions de Pendjabis. Pendjabis donc, constituent l'ethnie majoritaire. Les Pendjabis ne se tiennent pas peut-être à ce qu'il y ait une province Pashtun unifiée. Si les Pashtuns étaient réunifiés, il y aurait un certain équilibrage au point de vue superficie entre le nouveau Khyber Pakhtunkhwa agrandi donc, et puis le nouveau Baloutchistan. Mais ce n'est pas le cas. Les ressources de ces régions Pashtunes, aussi bien Khyber Pakhtunkhwa, donc les anciennes agences tribales, ne sont pas inexistantes. Il y a des pierres précieuses, des minerais, l'agriculture est prospère dans certaines régions de la province elle-même, beaucoup plus que dans les agences. Mais il y a eu une certaine réticence de la part des Maliks dans les régions de collines qui ont freiné le progrès. Très souvent, les chefs de tribus ont refusé la construction de routes. De manière générale, d'ailleurs, on peut constater que les liaisons nord-sud entre agences tribales ou ex-agences tribales sont très mauvaises. On circule très très mal du nord au sud à travers les agences tribales, les ex-agences tribales. Par contre, les liaisons entre l'agence tribale et la province elle-même, dont les liaisons ouest-est sont beaucoup plus aisées. Alors il est question de créer une route effectivement nord-sud qui permettrait des liaisons plus faciles entre les zones tribales, mais nous n'en sommes pas encore là. Le potentiel hydroélectrique dans les ex-agences tribales, je dis ex parce qu'en principe elle n'existe plus depuis mai de cette année, le potentiel hydroélectrique est assez faible. Il y a, c'est vrai, des affluents de l'Indus qui arrivent de l'Afghanistan, notamment la rivière Kaboul, qui a donné son nom à Kaboul, qui pourrait être exploitée. Mais malgré tout, ce potentiel est relativement faible. Mais il y a, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa elle-même, un potentiel électrique considérable. Et c'est un atout pour les Pashtuns. Parce que là où il y a des centrales hydroélectriques, eh bien, l'organisation chargée de fabriquer l'électricité doit des redevances à la province où se trouvent ces centrales hydroélectriques. Donc ça intéresse beaucoup le Khyber Pakhtunkhwa. Le Pakistan a construit en réalité peu de grands barrages depuis son indépendance. Il y en a un très important qui est précisément dans la région Pashtun, dans la province Pashtun du Khyber Pakhtunkhwa. C'est celui de Tarbela, immense barrage qui produit de l'électricité, bien sûr, qui sert aussi à l'irrigation. Puis il y en a un autre, moins important, un peu plus en aval. Un grand barrage est prévu en amont de Tarbela, sur l'Indus lui-même encore, à Basha Diamer, un projet considérable qui intéresse beaucoup d'investisseurs étrangers, possible, notamment la Chine. De manière générale, les Pashtuns ne sont pas très aimés à l'intérieur du Pakistan. Il y a des tensions, je vous l'ai dit, avec les Pendjabis. Lorsque les réfugiés Pashtuns se sont déplacés vers Karachi, par exemple, cela a créé de très graves désordres dans cette plus grande métropole du Pakistan. Métropole d'une vingtaine de millions d'habitants. Il y a des tensions entre les Pashtuns eux-mêmes, qui sont peut-être 4 ou 5 millions à Karachi, et les Moadjirs. Les Moadjirs, ce sont les gens qui se sont réfugiés de l'Inde en 1947 ou leurs descendants. Donc tension importante entre les Pashtuns et les Moadjirs, et tension importante aussi entre les Pashtuns et les Sindhis, les gens donc du coin, les locaux. Il y a des tensions également au Baloutchistan, entre les Pashtuns et les Baloutches, car il y a eu des mouvements de population Pashtun vers le Baloutchistan qui ont encore accru la crainte des Baloutches. Les Baloutches souhaiteraient conserver la majorité, s'ils l'ont, au Baloutchistan et ne pas être submergés par des Pashtuns qui arrivent des zones troublées du Pakistan, voire aussi d'Afghanistan. Car il y a eu beaucoup de gens qui sont venus d'Afghanistan, qui sont installés au Baloutchistan.
Donc là, il y a des tensions également entre Baloutches et Pashtuns qui sont extrêmement nettes. J'en arrive à la dernière partie de mon exposé qui va porter sur les aspects internationaux du problème Pashtun. Vous le devinez, bien sûr, du fait de la présence en Afghanistan et au Pakistan de Pashtuns, cela suscite évidemment des tensions entre ces deux pays. Les Pashtuns ont été en fait au centre des guerres qui ont ravagé cette région depuis 1979, depuis l'arrivée des Soviétiques. Les Pashtuns sont à la fois des acteurs de ces combats et des victimes. Après les Syriens, du fait de ces combats, les Pashtuns représentent le groupe de réfugiés le plus important au monde. Quels peuvent être les scénarios possibles? On pourrait, au moins en théorie, imaginer que l'Afghanistan chercherait une nouvelle fois à récupérer les territoires perdus à l'époque des Britanniques en 1893. Aucun gouvernement afghan n'a reconnu la ligne du Rang comme frontière internationale. Depuis le départ des Britanniques, Kaboul a toujours dit « cette ligne du Rang est artificielle. La véritable frontière de l'Afghanistan est l'Indus. » Car entre la ligne du Rang actuelle et l'Indus, il y a une majorité de population pashtoune. Ces territoires devraient nous revenir. Lorsque le Pakistan a acquis son indépendance en 1947, l'Afghanistan n'a pas reconnu ce nouvel État. Il l'a reconnu quelques mois après, mais il a quand même tardé à le faire. Donc il y a des tensions en permanence sur ce problème-là. L'Afghanistan considère que la ligne du Rang n'est pas une frontière naturelle. C'est vrai qu'elle est poreuse, elle est artificielle, je vous l'ai dit, il y a des tribus divisées. Malgré tout, les Pakistanais considèrent que cette frontière est définitive. Pourtant, aucun des deux pays n'a soumis le problème à l'ONU. Le Pakistan est l'État successeur de la Grande-Bretagne, c'est vrai, et estime donc que la ligne du Rang est une véritable frontière. Et puisqu'on l'accuse, le Pakistan, de soutenir des mouvements talibans du côté afghan, eh bien, le Pakistan a décidé de construire une clôture sur son territoire, le long de la ligne du Rang. Si bien que cette frontière, maintenant, cessera d'être poreuse. Alors qu'il y avait jusqu'à maintenant des contacts encore, malgré tout, de part et d'autre de cette ligne du Rang. Avec la construction d'une véritable clôture, qui peut s'apparenter à celle qui existe déjà entre l'Inde et le Pakistan, et bien avec l'apparition de cette clôture, je crois qu'il y a 200 km de construit actuellement, et ça continue, ça devrait être terminé à la fin de 2019, et bien évidemment, cette frontière ne sera plus poreuse, ce qui posera beaucoup de problèmes pour les gens qui voulaient conserver des contacts humains, économiques, même de part et d'autre. Les avis des juristes sur cette ligne du Rang sont assez partagés en réalité. Il y a un juriste français qui a fait une étude, qui s'appelle Rousseau. Je n'ai jamais pu malheureusement avoir ses conclusions, mais il y a eu d'autres juristes qui considèrent malgré tout que cette frontière doit être considérée comme définitive. Alors l'idée d'un grand Afghanistan, récupération des zones pashtunes par l'Afghanistan, est irréalisable évidemment. L'Afghanistan est trop faible, son armée ne fait pas le poids face à l'armée pakistanaise. Donc c'est une hypothèse que l'on peut envisager mais qui n'est pas du tout plausible. Ce qui est plus plausible, c'est l'idée d'un grand Pakistan. Je veux dire par là que le Pakistan pourrait absorber les régions, les provinces pashtunes de l'Afghanistan. Les 20 millions de Pashtuns situés à l'ouest de la ligne du Rang. Ça serait possible peut-être s'il y a une entente entre l'armée pakistanaise, qui définit vraiment la politique du Pakistan, et les talibans. Les militaires pakistanais pourraient dire par exemple, écoutez, vous nous laissez les zones Pashtunes afghanes, nous les prenons, nous allons agrandir le territoire du Pakistan, mais en échange, on vous laissera imposer la charia dans ces zones pashtunes afghanes, peut-être même les zones pashtunes pakistanaises. Puis éventuellement, on vous donnera des postes ministériels importants à Islamabad. Ça, c'est une hypothèse que j'ai mise à titre personnel. Je ne suis pas sûr du tout que ça puisse se réaliser, mais ce n'est pas impensable. Ce n'est pas impensable. En tout cas, elle est plus plausible que celle d'un grand Afghanistan. Un grand Pakistan est du domaine du possible, car l'armée pakistanaise est forte et elle est peut-être capable de réaliser ce scénario. Autre scénario possible, la création d'un Pashtunistan indépendant.
d'un grand Pachtunistan indépendant qui réunirait les zones pachtunes afghanes et les zones pachtunes pakistanaises. Ça paraît impensable parce que jamais l'armée pakistanaise, évidemment, acceptera la dislocation du Pakistan. Donc je crois que ce n'est pas du tout possible. Et pourtant, il y a, je vous l'ai dit, des contacts qui existent de manière permanente jusqu'à la création de cette clôture entre les zones pashtunes afghanes et les zones pashtunes pakistanaises. Il y a des jirgas communes, par exemple. Il y a des pashtunes pakistanais qui ont des propriétés en Afghanistan et réciproquement. Les Afghans pashtunes viennent se faire soigner à Peshawar, la grande ville, la capitale de la zone de la province du Khyber Pakhtunkhwa. Mais ce Pashtunistan indépendant n'a aucune chance d'être réalisé. Ce qui pourrait se faire, c'est que les Ouzbeks, les Tadjiks, les Turkmènes cherchent à se raccrocher aux républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. Possible. À l'époque soviétique, c'était impensable, puisque l'Union soviétique était athée. Évidemment, ces gens-là, très religieux, n'envisageaient absolument pas de se rattacher au Turkménistan, à l'Ouzbékistan, au Tadjikistan. Mais peut-être que maintenant, ce serait possible. Si c'était le cas, évidemment, cela favoriserait la création d'un Afghanistan pashtun, plus réduit, plus petit en superficie, mais presque à 100% pashtun. Je ne pense pas que ce soit quand même réalisable à court terme. Car malgré les dissensions qui peuvent exister entre les Pashtuns et les autres ethnies, il y a tout de même une cohésion nationale afghane qui existe. Il y a un sentiment national afghan. C'est peut-être curieux, mais c'est comme ça. Alors finalement, ce qui risque de se produire, c'est que le statu quo actuel va demeurer. C'est-à-dire que cette ligne du rang va vraiment être une frontière internationale comme toutes les autres frontières. Alors, autre aspect international du problème pashtun, c'est évidemment les migrations. J'y ai fait allusion au cours de mon exposé. Ces migrations internationales des Pashtuns ont commencé avec l'arrivée des Soviétiques en 1979. Et puis ces migrations se sont poursuivies du fait des insurrections, du fait des guerres, avec les Moudjahidines, avec les talibans. Elles n'ont jamais cessé, ces migrations. Vers le Pakistan surtout. Les migrations concernaient surtout des Pashtuns. Et quand les Pashtuns venaient au Pakistan, ils trouvaient des populations Pashtuns aussi, qui parlaient la même langue, qui avaient évidemment la même religion musulmane, sunnite pour la plupart. Donc cela ne leur posait pas de problème majeur. Il y a eu quelques Pashtuns, mais surtout des Hazaras chiites, qui se sont réfugiés également en Iran. Donc, migration internationale très importante qui dure encore. Il y a actuellement 3 millions de réfugiés afghans, surtout des Pashtuns, au Pakistan. Sur ces 3 millions de réfugiés, 1 million n'est pas enregistré du tout. On ne sait pas du tout où ils vivent, on ne sait pas du tout quelles sont leurs ressources. Et puis du fait que ces migrations datent déjà de plusieurs décennies, il y a eu des gens qui sont nés évidemment sur le territoire pakistanais, qui sont des apatrides en réalité, car les Pakistanais ne les reconnaissent pas comme citoyens pakistanais. Donc cela pose des problèmes internationaux considérables, des problèmes bilatéraux entre les deux pays. Lorsque la situation détériore entre les deux pays, les Pakistanais sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeants, et ils ne pratiquent pas des rapatriements forcés, mais ils ne renouvellent pas les autorisations de séjour des gens qui sont enregistrés. On leur dit, on vous donne une autorisation de séjour prolongée de 3 mois, de 6 mois. Maintenant, les prolongations sont de plus en plus courtes, parfois 1 mois. À ce fait-là, évidemment, les Afghans vivent un petit peu dans l'incertitude. Malgré tout, je vous l'ai dit, il n'y a pas de rapatriement forcé. Et puis il y a tout de même les organisations internationales, évidemment, qui veillent au grain et qui essayent de défendre les intérêts de ces réfugiés afghans. La situation pose évidemment des problèmes aussi indépendamment des réfugiés. L'Iran chiite s'oppose évidemment à la création d'un grand Afghanistan ou d'un grand Pakistan ou d'un grand Baloutchistan indépendant, car le sunnisme dans ce cas-là serait renforcé. Par contre, la dislocation de l'Afghanistan pourrait profiter à l'Iran, parce que l'Iran pourrait compter sur les Hazaras, qui peuplent donc le centre de l'Afghanistan, pourrait compter sur les Tadjiks, qui ont une langue
proche du persan. Ils arriveraient ainsi au Tadjikistan, qui parle aussi, dont les habitants parlent aussi une langue d'origine persienne. Donc l'Iran, peut-être, ne serait pas du tout défavorable à une dislocation de l'Afghanistan, mais ça ne veut pas dire qu'elle cherche à obtenir cette dislocation. Autre pays voisin, évidemment très intéressé par l'Afghanistan, c'est la Chine. La Chine s'intéresse à l'Afghanistan, s'intéresse au Pakistan, aux régions pashtunes, mais en général aux deux pays dans leur globalité, pour différentes raisons. Bien sûr, ils veulent, les Chinois, aboutir à la mer d'Arabie en créant un territoire économique. Et puis, ils ne veulent surtout pas que les insurgés, les militants ouïghours, qui réclament l'indépendance du Xinjiang, ne veulent pas que les Chinois ne veulent pas que ces Ouïghours puissent s'entraîner au Pakistan ou en Afghanistan. Donc la Chine a des intérêts majeurs dans cette région. Elle a une frontière commune avec l'Afghanistan, je l'ai dit, 75 km depuis 1895. Elle a une frontière avec le Pakistan de 600 km, au Cachemire, mais aussi au Khyber Pakhtunkhwa. Donc la Chine a des intérêts majeurs. La Chine envisage de moderniser l'axe routier qui existe déjà entre Kashgar et Gwadar, entre Kashgar et le Pendjab pakistanais, une route à travers l'Hindu-Kuch, à travers l'Himalaya, que j'ai emprunté plusieurs fois. Cette route est en cours de modernisation pour en faire un véritable axe majeur, comme ça existe d'ailleurs en Birmanie aussi. Les Chinois veulent des corridors économiques qui leur permettraient d'éviter le détroit de Malacca, qui pourrait être fermé facilement par les Américains en cas de guerre. Les Chinois ne veulent pas que tout leur trafic passe par voie maritime, ils veulent des corridors terrestres, l'un par la Birmanie, l'autre par le Pakistan. Puis les Chinois envisagent aussi, à la demande des Afghans d'ailleurs, de construire une voie ferrée à travers le territoire de Wakhan. Le territoire de Wakhan, c'est ce couloir qui donne donc une frontière de 75 km. Territoire très montagneux certes, mais cela n'est pas du tout impossible. Les Chinois ont la volonté, ils ont la capacité technique, ils ont de l'argent. Si c'était réalisé, il y aurait une absence de rupture de charge, car le réseau ferré afghan a la même largeur, les voies chinoises ont la même largeur que le réseau standard en Europe, ce qui n'est pas le cas en Russie évidemment. Si un réseau équivalent était construit en Afghanistan, il rejoindrait le réseau iranien, qui est également au même écartement, hein. Donc il n'y aurait pas de rupture de charge entre la Chine et l'Europe. Et vous savez que les Chinois cherchent à exporter leurs marchandises par des voies ferrées, par l'Asie centrale notamment. Mais par l'Asie centrale, il y a une rupture de charge. En ce qui concerne l'Inde, l'Inde est évidemment intéressée par l'Afghanistan. Cela peut servir pour elle de contrepoids. Si les relations entre l'Inde et l'Afghanistan sont renforcées, ça ne peut évidemment que nuire au Pakistan, donc c'est bon pour l'Inde. Ceci dit, l'Inde ne s'est pas exprimée sur la ligne du Rang, n'a pas dit que c'était une frontière tout à fait légitime. Ceci dit, les Indiens ont été quand même assez déçus par les Afghans, parce que pendant les différents conflits indo-pakistanais, les Afghans n'ont pas manifesté de sympathie particulière à l'égard de l'Inde, n'ont pas essayé d'activer, je dirais, les troubles sur la frontière ouest du Pakistan, qui aurait obligé les Pakistanais à conserver un certain nombre de troupes face à l'ouest. Alors pour terminer, j'en arrive très rapidement aux implications politiques des grandes puissances. À l'époque de l'URSS, l'URSS était intéressée par l'accès aux mers jaunes. L'URSS contrôlait l'Asie centrale. Et il y a eu à l'époque des soutiens soviétiques très nets aux Pashtuns, au Pashtunistan précisément. Les soviétiques disaient oui, oui, il est bon de créer une zone, un pays Pashtun indépendant, un grand Afghanistan peut-être éventuellement. Ils soutenaient aussi d'ailleurs le mouvement indépendantiste baloutche qui lui dure toujours. Et depuis la disparition de l'URSS, l'intérêt des Russes maintenant est moindre. Mais malgré tout, les Russes s'intéressent toujours à l'Afghanistan, s'intéressent toujours au Pakistan, parce qu'ils craignent que des mouvements islamistes puissent s'entraîner dans ces régions-là. Les États-Unis, eux, ne veulent aucune modification de la carte politique, pas plus que les Chinois d'ailleurs. Les Chinois s'accommodent très très bien de la situation actuelle. Ils ne veulent surtout pas la création d'un État Pashtunistan qui serait sans doute radicalisé. Les relations entre la Chine et le Pakistan sont excellentes, passer à travers le Gilgit-Baltistan, cette partie du Cachemire administrée par le Pakistan ne leur pose pas de problème.
passer à travers le Pachtunistan, enfin la province du Khyber-Pakhtunkhwa ne leur pose pas de problème. D'ailleurs, ils essaient de courtiser les Pashtuns en leur disant qu'ils vont développer leur région. Il se peut qu'un consulat soit créé, chinois soit créé à Peshawar, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être le cas. Donc les Chinois, comme les Américains, ne souhaitent pas qu'il y ait une modification de la carte politique. Alors bien sûr, les puissances étrangères ne sont pas intéressées seulement pour des raisons politiques, elles sont intéressées aussi pour des raisons économiques. Il faut dire qu'il y a des aides économiques étrangères importantes qui sont accordées par les organisations internationales. Mais les fonds sont parfois détournés parce qu'il y a une corruption invraisemblable. Il y a une aide des États-Unis, des pays européens et du Japon. Et l'aide chinoise est très importante, je le signalais tout à l'heure, grâce au corridor économique qui pourrait donc bénéficier aux Pashtuns. Et l'Inde consolide également sa présence par l'Iran. Elle construit un port à Chabahar qui lui permettrait d'accéder à l'Afghanistan et au-delà à l'Asie centrale. Car il n'y a pas de commerce possible actuellement à travers le Pakistan entre l'Inde et l'Afghanistan. Alors en guise de conclusion, je crois qu'on peut dire que les Pashtuns continueront à jouer un rôle essentiel dans l'évolution de l'Afghanistan et du Pakistan et dans les relations entre les deux pays. Cette zone intéresse le monde parce que plusieurs pays ont des diplomates, des ambassadeurs qui ont la qualification de AFPAC. Afghanistan, Pakistan. Il y a M. AFPAC américain, M. AFPAC français, ça n'existe plus maintenant, mais il y a eu un certain moment. Il y a M. AFPAC chinois maintenant. Il y a un Chinois, un spécialiste de la région, qui s'occupe de cette région, donc Afghanistan, Pakistan. Donc ça intéresse évidemment les pays voisins, mais en fait évidemment aussi les États-Unis. Il faut d'ailleurs noter aussi que les Pashtuns ne sont pas les seuls à être divisés entre plusieurs pays en Asie du Sud, pour commencer. Il y a les Baloutches, dont je parlais à quelques reprises. Les Baloutches n'habitent pas seulement le Pakistan, on en trouve aussi dans la partie sud-ouest de l'Afghanistan. Donc les Baloutches sont également répartis entre deux pays. Puis dans le sud de l'Asie du Sud, il y a les Tamouls. Les Tamouls qui sont répartis entre la province indienne du Tamil Nadu et le nord et l'est de Sri Lanka. Donc vous voyez que les Pashtuns, comme les Baloutches, comme les Tamouls, sont des populations, des communautés importantes réparties entre plusieurs pays. Et puis bien sûr, en dehors de l'Asie du Sud, eh bien, vous connaissez le cas des Kurdes qui, eux, sont répartis entre 4 pays. Et ça pose évidemment d'énormes problèmes pour tous les pays concernés. Je vous remercie pour votre attention.